Donc on avait discuté la fois dernière des raisons pour lesquelles il y avait eu du retard dans l'acceptation du dossier. Il y avait eu cette erreur de dose, si tu te souviens. Le dossier va être resoumis avec les explications qu'avait demandé l'EMA justement quant à cet essai clinique. Il sera resoumis fin du mois. Et donc, si le dossier est accepté, il se peut qu'on puisse utiliser ce vaccin dès le mois de février en Belgique et en Europe. Donc ici, c'est un virus banal, un virus de rhume, un adénovirus, qui a été neutralisé pour ne pas qu'il puisse se répliquer au sein de nos cellules et dans lequel on a inséré le gène qui code pour la fameuse protéine spike du coronavirus, celle qui se trouve sous forme d'ARN messager dans les vaccins de Moderna et de Pfizer et qui sera là aussi traduite en protéines, mais par des mécanismes biochimiques un peu différents, mais là non plus pas de risque d'intégration de l'information génétique dans notre génome, puisque si le virus du rhume s'intégrait dans notre génome, chaque fois qu'on fait un rhume, ça se saurait. Alors a priori, il reste efficace. La plupart des mutations ont été testés avec les anticorps des personnes vaccinées. Donc c'est des tests au laboratoire où on vérifie si les anticorps générés par le vaccin sont capables de bloquer le virus, en éprouvette je vais dire. Et pour la presque totalité de ces mutations, on sait déjà que la réponse est oui, ces anticorps sont capables d'inhiber le virus. Il reste une des mutations du variant sud-africain où le test est en cours de réalisation. Il faut quand même bien spécifier que quand on est vacciné, on génère des milliers d'anticorps différents, c'est-à-dire que le vaccin code pour la protéine entière et les anticorps générés chez les sujets vont se fixer à de multiples endroits de cette protéine. Donc aller postuler qu'une seule mutation va totalement annihiler l'efficacité du vaccin est probablement faux. Qu'il y ait peut-être une petite perte d'efficacité, c'est possible, mais on part de très haut, on part de 94%, donc je pense qu'on peut être relativement confiant et serein par rapport à cela. D'un point de vue théorique, ils codent tous les deux pour la protéine spike du coronavirus. Les excipients sont relativement les mêmes. Je dirais qu'en théorie, et si on était face à une sorte de nécessité, moi je donnerais mon accord pour qu'on le fasse. Néanmoins, je pense qu'il ne faut pas le faire parce que ça va complètement brouiller les pistes. Admettons qu'il y a un lot d'un vaccin qui ait perdu son efficacité pour une raison quelconque et puis qu'on vaccine avec un deuxième. Le tracing qui est nécessaire dans ce type de procédure serait totalement impossible et donc bien évidemment, dans le monde réel, je conseille de ne pas interchanger ces vaccins. Donc, le médecin américain il a développé une maladie appelée purpura thrombopénique idiopathique, qui est une maladie bien connue, relativement fréquente. Si vous faites tout simplement un calcul d'incidence, allez sur Google, regardez la probabilité pour tout citoyen américain de développer cette maladie dans les 15 jours qui suivent. Faites un rapide calcul de probabilité d'école secondaire avec le nombre de personnes vaccinées et vous verrez qu'il y en a probablement plus qu'une personne qui a fait cette maladie après avoir reçu une dose de vaccin Covid. La même chose peut être dite pour ces personnes âgées en Norvège, alors que parmi elles, l'état inflammatoire bref qui suit la vaccination a été une sorte d'estocade pour une personne qui était déjà en très mauvaise santé. Je ne l'exclus évidemment pas, mais ce nombre de 13 personnes n'est pas du tout en dérive par rapport au nombre de décès qu'on peut attendre dans une quinzaine chez des personnes de cet âge-là. Tout à fait, le site de la FMPS, qui est accessible à tous, va publier, et le publie déjà depuis 2 semaines, le bulletin hebdomadaire des effets secondaires rapportés. Et donc, nous l'avons consulté tout à l'heure, il y a un tout petit nombre de cas, il y a une quinzaine d'événements secondaires a priori bénins, il n'y a pas énormément de précision à ce stade-ci, qui là aussi n'attire certainement pas d'inquiétude. Il faut savoir, on pourrait dire éventuellement que tous les effets secondaires ne sont pas rapportés, mais je pense que les médecins généralistes sont tellement vigilants, il y a un tel intérêt autour de ces vaccins, une telle inquiétude qu'à mon sens, il n'y a probablement pas trop de biais de sous-déclaration, je dirais. Alors, ce n'est pas une contre-indication, la preuve en est, c'est qu'on ne va pas réaliser des frottis préalables à la vaccination, donc à mon sens, il ne va rien se passer du tout de péjoratif. Néanmoins, on ne peut certainement pas garantir que la protection soit suffisante
dans les jours qui suivent la vaccination. Et donc, devant tout symptôme anormal, nous encourageons bien évidemment les personnes à se faire tester. Et si elles sont positives pour le Covid, je pense qu'il faut retarder la deuxième injection du vaccin, pas qu'il y ait un risque, mais ça va brouiller les pistes, ça va éventuellement altérer la qualité de la réponse qui pourrait être générée. Donc c'est le pur bon sens, me semble-t-il, dans ce cas-là, de reporter la deuxième dose. On n'a pas encore de réponse formelle à l'impact du vaccin sur le portage asymptomatique. Le portage asymptomatique, ça veut dire qu'on n'a aucun symptôme, on est en bonne santé, mais malgré tout, on est capable de transmettre le virus à ses proches. C'est ça le portage asymptomatique. Et donc, dans l'étude de Moderna, ça a été évalué avec probablement une réduction de 60% de cette probabilité, qui n'est déjà pas, c'est clairement les personnes malades qui sont les plus contagieuses ou celles qui vont être très malades qui sont les plus contagieuses. Donc, c'est un risque de base qui n'est pas énorme, qui est quand même réduit par le vaccin, mais qui n'est pas de zéro. Donc à ce stade-ci, indiscutablement, d'autant plus qu'il y a encore le virus circule encore, il est beaucoup trop tôt pour assortir la vaccination de mesures d'allègement personnalisées des différentes mesures de précaution que tout le monde connaît. Je crois qu'il faudra d'une part atteindre un seuil qu'on met à 70%, mais c'est un peu un chiffre magique, jamais personne n'a prouvé qu'il fallait que ce soit 70%, mais il faudra surtout observer une nette réduction dans l'incidence. Je crois que c'est ça qui va donner le signal, évidemment. Alors à ma connaissance, des études sont toujours en cours, c'est ce que j'avais dit la dernière fois, mais je n'ai pas vu de résultats qui sortaient. Donc pour le moment, la contre-indication d'administrer les vaccins ARN messagers chez les enfants en dessous de 16 ans ou 18 ans selon le vaccin, pour moi, doit continuer à être appliquée. Des études sont en cours avec ces vaccins-là, avec d'autres vaccins plus traditionnels, celui de Sanofi notamment, et donc je pense qu'on y verra plus clair dans les mois qui viennent. Oui, si par exemple on prouve que les vaccins ARN messagers sont trop réactogènes chez les jeunes, donc réactogène ça veut dire avoir très mal au bras, avoir de la fièvre, etc. Et qu'en plus de ça on montre que les vaccins plus traditionnels sont très efficaces chez les jeunes et on a pu montrer qu'ils ne l'étaient pas chez les plus vieux. Mais si on a ces deux conditions-là, à ce moment-là, on pourrait en effet personnaliser la vaccination en optant plus pour des vaccins basés sur des protéines recombinantes, par exemple chez les jeunes, et des vaccins ARN ou adéno chez les sujets classiquement plus difficiles à vacciner. Pour les mamans, les signaux restent ouverts puisqu'il y a eu dans les millions de cas que tu as signalés, notamment aux États-Unis, il n'y a à ce stade pas d'événements néfastes pendant des femmes qui auraient été vaccinées pendant leur grossesse. Et donc les différents comités scientifiques, notamment aux États-Unis, adoptent une position, je dirais, de plus en plus souple par rapport à la grossesse en disant que certes, les études de phase 3 n'ont pas porté sur des femmes enceintes et qu'un principe de précaution doit être considéré, mais qu'il faut vraiment envisager au cas par cas le risque auquel la future maman est soumise dans sa vie quotidienne, dans son métier, en fonction des risques théoriques du vaccin. Et c'est une décision qui doit être prise de façon individuelle.